Que j'ai oublié de me présenter. Donc je serai le modérateur de ce webinaire. Euh, Charge à moi de veiller sur le temps pour qu'on ne déborde pas trop et de m'assurer voilà, que les présentations s'enchaînent bien et également d'aider à la fluidité des échanges lors des parties questions-réponses. Donc votre modérateur du jour, je suis Antoine Pébail, je suis chargé de mission biodiversité marine et récifs coralliens au ministère de la Transition écologique. Et à ce titre, je co-anime le secrétariat de l'IFRECOR, animation qu'on partage avec le ministère des Outre-mer. Et peut-être pour finir avec ce propos liminaire, euh, je vais quand même rappeler quelques bonnes pratiques, histoire que la séance se déroule bien. J'invite tous les participants à bien couper leur micro pendant les présentations. Et ensuite, pendant les phases de questions-réponses qui sont prévues, vous aurez le choix, soit entre, vous pouvez normalement lever la main pour demander la parole, et avec l'équipe IFRECOR, voilà, on veillera à n'oublier personne dans ce cas-là. Ou également, vous pouvez poser vos questions dans le chat et on tâchera de les retranscrire aux intervenants. Cela étant dit, ben, je propose qu'on démarre sans plus attendre et qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, avec une première partie sur la présentation des outils et des cartes des habitats qui sont actuellement disponibles dans les Outre-mer français. Donc, cette première partie la présentation va être faite par Jean-Benoît Nisset, qui est cofondateur du GIE Marex et qui pilote le thème cartographie pour le programme d'action IFRECOR. Jean-Benoît, je te laisse la main. Bonjour, vous m'entendez là, c'est bon, hein? Oui, très bien. Bonjour à tous, voilà, Jean-Bernard Lisset, je travaille à Marex, on a un bureau d'études, on est trois personnes avec Julien Viquel et Mathieu Pinot, on est basé à La Réunion et personnellement j'interviens sur les récifs coralliens depuis à peu près 25 ans, notamment sur tout ce qui va être carte des habitats, carte des impacts dans le cadre d'études d'impact notamment. Donc là, je vais vous faire une présentation que je vais essayer de faire la plus succincte possible sur un petit peu les outils qui existent pour réaliser des cartes d'habitat en milieu récifal, les cartes qui sont disponibles dans les différentes collectivités d'outre-mer, et enfin je vais montrer quelques applications qui ont un intérêt direct pour les gestionnaires. Donc, juste pour rappel, qu'est-ce qu'un habitat? Un habitat, ça va être une superposition de plusieurs couches d'informations. Il va y avoir des informations physiques, donc sur le biotope, là, qui peuvent être notamment la profondeur et l'hydrodynamisme, hein, ça, ce sont des drivers essentiels des habitats. Il va y avoir la géomorphologie, donc les pentes externes, les platiers, les épressions, etc. Il va y avoir tout ce qui est architecture, la taille des éléments, le substrat, si c'est du sable, du substrat dur corallien, etc. Et ensuite, tout ce qui va être peuplement. Donc, c'est évidemment les peuplements structurants pour les habitats. Ça va être notamment les peuplements coralliens, les éponges gorgons principalement pour les habitats des Caraïbes, ça va être les coraux mous, etc. Et ensuite, on peut avoir aussi une information sur leur état de santé via leur recouvrement. Et toute la superposition de ces couches donne la caractérisation d'un habitat. Une fois cela dit, il y a deux guides qui sont sortis, deux guides IFROCOR qui sont sortis. Donc le premier en 2015 pour la réalisation, justement pour l'aide, pour la réalisation et la commande de cartes d'habitat. Il y a un autre guide qui est sorti en milieu récifal, hein, bien sûr. Et un autre guide qui est sorti pour la construction d'une typologie d'habitats récifaux, des habitats récifaux. Euh, il faut noter, et ça c'est important, que depuis 2023, un gros travail est fait, notamment par le muséum, mais en association avec l'IFRECOR pour certains territoires, pour la réalisation des typologies des habitats benthiques. Donc là, en 2023, ça a été le premier. La première typologie, elle a été faite pour la Martinique. Donc ça, c'est Patrinat hein, qui fait ça, c'est notamment Salomé Andrès.
Il y a celle de La Réunion qui vient de sortir fin d'année 2024, et il y a celle de la Guadeloupe qui est en cours, ainsi que celle de Mayotte et des îles Éparses. Donc ça, c'est une brique essentielle parce que ça permet de définir clairement les habitats présents sur un territoire, et ça peut être une grande aide pour la réalisation des cartes d'habitat puisqu'on peut piocher dans ces habitats pour faire ensuite, nous, les différentes classes d'habitat qu'on a besoin pour la réalisation des cartes d'habitat. Donc ça, c'est bien, ça évite, tout le monde nomme comme ça le même habitat avec le même nom, etc. Puisque antérieurement, ce n'était pas forcément le cas, puisqu'il n'y avait pas de nomenclature, je veux dire, officielle. Donc ça, c'était pour ce qui est typologie des habitats, donc les documents qui existent, hein, ou qui sont en cours. Ensuite, pour tout ce qui est images, donc depuis, honnêtement, bon, moi j'ai commencé dans les années 2000, un peu longtemps. On a forcément, hein, les progrès technologiques ont été assez importants. Je dirais que l'un des principales, une des principales avancées, ça va être la résolution spatiale. Donc là, on a par exemple, c'est pour des images satellites multispectrales. Donc multispectrales, ça veut dire être dans quelques bandes. Généralement, ça va être le rouge, le vert, le bleu et l'infrarouge. Donc, on a des images satellites, hein, qui vont avoir des résolutions de 250 mètres. Bon, ça, c'est inutilisable, hein, pour nous, forcément. Maintenant, on a des résolutions spatiales qui vont être pour le pan chromatique de 50 centimètres. Donc c'est la taille d'un pixel, hein, à même 30 centimètres. On peut avoir. Ben, il y a Neopléa, je crois aussi, qui fait maintenant du 30 centimètres. Et en multispectral, ça va être 1,6 m. Donc, on a des satellites qui ont quand même aujourd'hui une très haute résolution spatiale. Donc, bon, ça, c'est un atout considérable, hein, pour faire une carte des habitats. Donc, c'est les avantages de ces satellites, c'est qu'on, donc, comme je le disais, une très bonne résolution spatiale. On a une haute fréquence d'acquisition, hein. Ils vont passer tous les 10, 15, 5 jours, ça dépend un peu des satellites et de leur orbite polaire. On va avoir une superficie, on peut avoir une superficie importante qui est couverte, hein, par ces satellites. Donc, ça couvre l'ensemble des territoires d'outre-mer, hein, notamment. Et c'est assez peu coûteux, en fait, somme toute, hein. Une image satellite, ça coûte assez peu cher, voire pour beaucoup de programmes, ça peut être gratuit. L'inconvénient, on a notamment la limite des bandes spectrales, puisque c'est multispectral, on n'a que 3 bandes. Et ensuite, ça dépend aussi des conditions de mer quand on acquiert l'image, hein, parce que ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance, parce que c'est des dates fixes. Bon, il peut y avoir des nuages, il peut y avoir de la houle, du vent, etc. Donc, le milieu peut être turbide, donc ça va dégrader la qualité de l'image. Mais ceci dit, on a aujourd'hui beaucoup de cartes des habitats qui sont faits avec ce type d'image multispectrale, notamment. On peut aussi avoir des images qui vont être prises par drone, par ULM ou par avion. Alors, par avion, je pense notamment aux campagnes par le passé de l'IGN, hein, qui aujourd'hui, je pense, ont une résolution spatiale, je crois, de 20 centimètres. Mais on peut aussi avoir des acquisitions qui vont être plus ciblées, notamment par drone ou ULM, hein. Il y en a aussi en ULM. Alors, on va avoir encore une meilleure résolution spatiale, hein. Les drones, on peut être autour de 1-2 centimètres. Donc là, on est vraiment dans des très, très hautes résolutions spatiales. Les drones se démocratisent et ont une évolution technique rapide. Ils sont de plus en plus utilisés. On a de plus en plus d'opérateurs drones, notamment. Bon, l'inconvénient, c'est toujours pareil, ça va être les limites des bandes spectrales. On n'en a pas tant que ça. Ça peut être coûteux à très coûteux, notamment par avion, sauf pour les campagnes hygiène. Je sais pas, ça coûte de l'argent, mais c'est pas les gestionnaires qui vont payer directement. Après, par contre, en revanche, par exemple, pour les drones, on va couvrir des plus faibles superficies, hein, ça, c'est certain. Et on peut avoir aussi, notamment pour les drones, du wave focusing. Je ne sais pas si vous voyez, c'est les petites les effets miroirs qu'on voit sur cette image-là à droite. Mais on voit par exemple aussi, là, c'est sur un herbier qui est assez peu dense, les différences qu'on va avoir entre une image Pléiade, donc à 50 centimètres, et une image drone à 2 centimètres. Donc forcément, la résolution spatiale est sans commune mesure. Mais on va couvrir des superficies plus faibles. On a aussi l'hyperspectral. Alors, l'hyperspectral, c'est quoi? Par rapport au multispectral, on a quelques bandes. Là, on peut en avoir plusieurs centaines. On peut en avoir 100, 200, ça dépend des,
des appareils optiques. Et ça, d'avoir plusieurs bandes, ça facilite la finesse d'analyse des traitements d'image. Donc, on va avoir plus qu'on a une signature spectrale avec beaucoup plus de bandes, on peut faire des analyses plus fines. Donc ça peut être fait soit par drone, soit par avion, soit par satellite. Donc, les avantages quand c'est par satellite, c'est comme pour le multispectral, on va avoir une autre fréquence d'acquisition de nombreuses bandes spectrales, donc parce que c'est hyperspectral, on a la superficie qui va être importante et c'est assez peu coûteux. Par contre, les satellites, aujourd'hui, la résolution spatiale, elle est quand même moyenne, on est à 30 mètres et avec des, des traitements, je crois qu'on peut atteindre 5 mètres, mais ça, il y a Claudia qui fera une présentation dessus, je pense qu'elle pourra en dire un peu plus. On a aussi donc par drone, mais là c'est pareil, hein, donc on va avoir, c'est que ça quand même, ça reste coûteux avec des superficies faibles à moyenne. Par contre, on a une meilleure résolution spatiale, évidemment. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a pour tout ce qui est dans le visible, ou bon, l'hyperspectral, il n'y a pas que les bandes visibles, mais comme image, je dirais, classique. Donc, les satellites, les acquisitions par drone, ULM ou avion, bien que l'avion se fasse peut-être moins maintenant que le drone se développe, et le multispectral ou hyperspectral. Toutes ces acquisitions ont quand même un inconvénient, qui est que pour les récifs coralliens, bah, c'est des images qui sont prises en mer et du coup, il y a la colonne d'eau. Et la colonne d'eau va évidemment affaiblir le signal très rapidement, en fait, hein, puisque l'eau va absorber beaucoup du signal qui est réfléchi. Et du coup, généralement, quand on fait du traitement d'image, à partir ça dépend de la turbidité de l'eau, etc. Mais entre 10 et 20 mètres, on commence à perdre beaucoup du signal et donc c'est difficile de faire du traitement de l'image, quoi, d'analyser les signatures spectrales des images. Alors, il y a bien sûr, hein, il y a des choses qui sont faites, hein. On peut il y a des traitements pour enlever la colonne d'eau, c'est-à-dire supprimer l'effet de la colonne d'eau. Et donc, c'est ce qu'on voit, une image non traitée Pléiade à gauche et une image traitée, ça a été fait par l'IFREMER en 2010 à partir d'images multispectrales. Donc, c'est la même zone, hein. Donc, on voit bien effectivement qu'on voit beaucoup mieux les zones profondes sur l'image de droite où la colonne d'eau a été traitée. Mais bon, ça reste quand même, disons, on a quand même une limite. Et on a aussi une limite sur les zones qui ne sont pas récifales, à proprement parler, où parfois, ben, en fait, même avec des images qui sont correctes, multispectrales ou même hyperspectrales, on n'arrive pas à discerner facilement le fond. Et du coup, on était limité. Alors ça, c'est particulièrement vrai pour la Réunion. On a la majorité des habitats qui sont non récifaux. Il y a aussi des zones dans les Caraïbes, hein, notamment. Du coup, là, depuis 2010, alors ça a dû faire 2009-2010, il y a eu une campagne LIDAR, ça s'appelle l'Hydro 3D, donc menée conjointement par le CHOM et l'IGN pour la partie terrestre et le CHOM pour la partie marine, où ils ont fait un relevé bathymétrique par avion. Le LIDAR, c'est un laser qui monte sur un avion qui passe et qui va calculer la hauteur d'eau. Donc là, on a des cartes bathymétriques. Donc la résolution spatiale, c'est 1 mètre. Et puis, je crois que ça doit être 10 centimètres la résolution en hauteur. Donc on a une profondeur à plus ou moins 10 centimètres. Donc là, ça couvre l'ensemble des collectivités des Caraïbes, de l'océan Indien. Ça couvre pas les collectivités du Pacifique, hein. Donc ça c'est sur une bande qui va à peu près de 0 mètre, donc du rivage, jusqu'à 30 mètres de profondeur. Et ça, on a ça pour l'ensemble des collectivités, comme je le disais, de l'océan Indien et des Caraïbes. Donc, on va avoir après, on peut faire des traitements, donc avec une modélisation 3D, des calculs de pente, de rugosité notamment. Et ça permet, ça, c'est une aide précieuse pour cartographier les zones qui vont être non récifales ou les zones un peu profondes. Et ça, c'est assez récent, maintenant ça a 15 ans, mais disons qu'avant, ça, on n'avait pas, quoi. C'est vraiment une grande nouveauté. Donc là, voilà, en gros, c'est un petit peu les différents types d'images et de données de fond
qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, il y a la bathymétrie d'un côté que je viens de présenter et tout ce qui va être acquisition par satellite ou drone ou UM, avion d'images multispectrales ou hyperspectrales. Ensuite, pour faire la carte des habitats, il faut faire de la vérité terrain pour renseigner les différents polygones ou pixels qu'on va classer, hein, puisque dès qu'on utilise une typologie un minimum détaillée, on va avoir besoin de faire de la vérité terrain pour renseigner, pour labelliser ces pixels ou ces polygones, pour savoir ce qu'il y a en fait. Donc, on peut faire de l'apnée, hein. L'apnée, ça a l'avantage qu'on peut faire plein de points par jour, mais par contre, on ne peut pas aller très profond. Il y a la plongée sous-marine pour aller plus profond, mais évidemment, on ne peut pas en faire beaucoup par jour. Donc, pour ça, maintenant, il y a de nouveaux outils comme des ROV, je qualifie un peu des ROV de poche, hein, qui peuvent descendre à 100 ou 200 mètres et qui permettent de faire beaucoup de points par jour profond. On a aussi là, par exemple, dont on voit de la plongée tractée qui permet de parcourir de plus grandes distances. Et on a aussi, donc là, c'est ce qu'on voit, les photos du bas au milieu et à droite, qui sont des outils qui vont prendre des images de manière autonome et qui vont en plus après traiter ces données via notamment l'intelligence artificielle. Donc ça, j'en dis pas trop plus puisqu'il y a Priscilla qui présentera un projet qui utilise justement qui est présenté là, le scooter sous-marin monté avec des différents instruments. Donc voilà, ça c'est un petit peu les différentes, aujourd'hui, les différentes techniques qui existent. Bon, il y en a quelques-unes d'autres, hein, mais j'essaie de condenser, qui peuvent être utilisées pour prendre les données sur le terrain. Donc voilà, donc là, on a fait un petit tour de ce qui peut être utilisé comme image ou données de fond pour réaliser les cartes et des différents outils qui existent pour prendre des données sur le terrain. Après, il faut traiter ces données. Donc, il y a différentes méthodes. Donc, une fois en gros, pour spatialiser les habitats, donc on va avoir le détourage visuel, donc qui a été fait sur de nombreuses cartes, notamment par le passé. Donc là, ça demande peu de compétences de traitement d'image. On peut utiliser des niveaux de typologie détaillés. Et c'est plus facile, je pense, pour le gestionnaire d'ajuster au cours du temps cette carte, en fonction des retours, etc., ou des évolutions. Par contre, c'est plus long, ça nécessite une expérience terrain. Alors, quand je dis une expérience terrain, c'est une bonne connaissance du terrain pour pouvoir classifier les différents, enfin, détourer les différents polygones à dire d'expert. Et puis, il y a un biais pour la reproductibilité, notamment en fonction de l'échelle à laquelle on digitalise. Mais par contre, ça permet d'avoir un niveau typologique élevé. Après, il y a le traitement machine learning ou deep learning. Bon, c'est deux types. Le deep learning, c'est avec des réseaux neuronaux. Donc, c'est ce qui se fait le plus maintenant en IA, c'est le plus performant. Donc, ça, c'est plus rapide, c'est plus facilement reproductible. Il y a moins de biais donc liés à l'opérateur. C'est bien adapté pour des comparaisons temporelles, notamment pour la surface, par exemple, des herbiers. Par contre, ça fait généralement des typologies moins détaillées, même si c'est en progrès, notamment à travers du deep learning. Bon, alors là, évidemment, ça nécessite des compétences en traitement d'image, des capacités de traitement de données. Et on a eu longtemps, notamment avec le multispectral, des difficultés à séparer la signature ALG de la signature Corail. C'est toujours encore le cas maintenant avec des programmes, avec différents programmes, notamment en suivi hyperspectral, on y arrive mieux. Je pense que tu vas présentera ça tout à l'heure. Voilà un petit peu. Donc, en gros, on a soit le détourage visuel, donc en regardant directement les images, soit en faisant du traitement pixel par pixel, en fait. C'est ça, hein, ça fait des classifications automatiques. C'est-à-dire qu'on apprend. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'au logiciel, on lui donne, on détourne quelques pixels où on dit ce que c'est, et après, il dit en fonction, il va attribuer la même classe d'habitat aux pixels qui ont les signatures spectrales les plus proches. Voilà, donc ça, c'est un petit peu comment ça se passe. Alors, évidemment, c'est condensé, c'est simplifié, hein, j'en suis bien conscient.
pour les différents outils, les différents processus pour faire une carte des habitats en milieu récifal. Là, je vais présenter succinctement les cartes qui existent pour l'ensemble des collectivités. Alors là, évidemment, je ne m'attache qu'aux cartes qui englobent l'ensemble des collectivités. Il existe plein de cartes hein, qui sont sur des zooms, sur des zones, notamment dans le cadre d'études d'impact ou quand il y a des aires marines protégées qui vont se mettre en place. Il peut y avoir une carte sur cette zone-là spécifique. D'accord? Donc là, bon, là, je n'ai pas fait ce travail de tout recenser, hein. Donc là, je regarde un petit peu, là, je vous présente plus les cartes d'habitat qui englobent à l'échelle d'un territoire. Donc, on va commencer par les Caraïbes, donc la Guadeloupe. Donc la Guadeloupe, en fait, bah, elle, il n'existe pas vraiment de carte homogène et récente sur l'ensemble du territoire. Il y a eu plusieurs cartes qui ont été réalisées, notamment les premières, je pense que ça devait être Caraïbes, alors c'était en 2000, ouais, 2000-2001 peut-être, où il y a eu, où il y a eu sur certaines zones, il y a eu aussi la DA, il y a eu des chevaux, etc. Ça a été un peu condensé, ça a été condensé lors de l'analyse écorégionale de l'Agence des aires marines protégées en 2012, donc là c'est ce que je vous montre. Mais c'est des données qui sont un peu disparates, qui vont avoir une typologie faible, un niveau faible, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de classes d'habitat et en plus qui ne couvrent pas toutes les zones. Donc là, effectivement, pour la Guadeloupe, ce sont des données anciennes, hétérogènes. Il serait, je pense, utile et pertinent de faire une carte qui couvre l'ensemble du territoire avec les nouveaux outils disponibles et les nouvelles typologies disponibles. Donc, ça fait à peu près 1000 km², la zone à couvrir. Pour la Martinique, ça a été fait par Marex Aquasurf en 2023 pour le parc naturel marin de Martinique. Donc là, il y a 52 classes, ça couvre 500 km². Bon, j'en dis pas plus, parce qu'il va y avoir une présentation dessus. Ensuite, pour Saint-Barthélemy, ça a été fait en 2024 par Créocéan pour la zone 0,18. Et puis là, c'est en cours, il me semble, pour les zones un peu plus profondes. Euh, il y a 6 classes. Mais il y a une autre carte où il présente 8 classes pour les herbiers. Ça a une superficie de 23 km². Donc ça, c'est pour la zone qui est entre 0 et 18 mètres. Bon, voilà, ça a été fait aussi par classification, hein. Et également pour Saint-Martin, ça a été fait ça par IC en 2024. Donc là, c'est une carte, il y a un milieu marin, mais il y a aussi une partie terrestre. Pareil, classification, donc ça, je pense que ça a été fait en deep learning. Il doit y avoir machine learning, deep learning, je ne sais plus trop, mais je crois que c'est deep learning. Le nombre de classes 13 et superficie, ça fait 28 km². Donc, si on résume, pour les Caraïbes, on a des cartes récentes pour Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et il manque par contre pour la Guadeloupe. Si on passe à l'océan Indien, pour les îles éparses, donc il y a cinq petites îles. Donc les îles sont petites, mais par contre, même absent, parce que c'est un atoll. Par contre, les récifs ont des superficies assez importantes. Donc ça, elles ont été cartographiées entre 2015 et 2024 euh, pour les TAF. Donc ça fait une superficie totale de 730 km² et il y a 230 km² de récifs de construits. Pourquoi c'est différencié? Parce qu'en fait, le reste, c'est souvent des lagons avec du sable. Donc, c'est pas très dur à cartographier le sable. Donc, ce qui est important de voir, c'est tout ce qui est bioconstruit. Donc là, on a voilà, 230 km² de récifs bioconstruits qui ont été cartographiés. Il y a eu une carte en 2020 pour Mayotte. Donc là aussi, avec un niveau typologique détaillé et donc de nombreuses classes d'habitat, il y en a 230. Pourquoi il y en a autant? Parce que à Mayotte, on a un récif frangeant, un récif interne, un récif barrière et un récif barrière effondré. Donc du coup, ça multiplie d'autant les classes d'habitat. Donc ça a été fait en 2020 par le Sylvufert de Mayotte Marex. Donc notamment, c'était porté par Priscilla Dupont qui présentera un autre projet en cours à Mayotte. Donc ça, c'est sur 1400 km² et dont 640 km² de récifs bioconstruits, auquel il faut ajouter la Zélé, qui est un banc éloigné, mais qui est dans la ZEE de Mayotte, où on a 183 km² qui ont été cartographiés et 35 km² de récifs bioconstruits.
Et enfin, on a la Réunion, donc là, qui a aussi été cartographiée entre 2015 et 2025. 2015, c'était les premières cartes avec une typologie détaillée et une carte récente, c'était sur les récifs. Elle a été mise à jour en 2023 par Léo Brodick notamment. Le nombre de classes est là, il y en a 50. La superficie, ça fait 120 km², dont seulement 19 km² de récifs. Donc là, c'est pour vous montrer qu'en fait, la majeure partie des habitats littoraux de la Réunion, ce ne sont pas des récifs. Euh, Maintenant, on passe au Pacifique. Alors, le Pacifique, ça va être plus simple. Il y a une seule carte récente qui couvre l'ensemble, une carte des habitats qui couvre l'ensemble d'une collectivité. C'est la carte de Wallis, Futuna et Alofi. Donc, celle-là, elle a été réalisée en 2006 par Serge-André Fouet et Guillaume Birbert, si je ne m'abuse. Donc, on a 70 classes et c'est une superficie de 326 km², dont 175 km² de récifs. Là, je précise qu'il n'y a pas de carte globale pour la Nouvelle-Calédonie et pour la Polynésie française. Et là, on va comprendre assez rapidement pourquoi avec la diapo suivante. En fait, là, si vous regardez, c'est les 5 premières lignes, c'est ce qui reste à cartographier pour avoir disposé de cartographie récente, de cartes récentes. Donc, en Guadeloupe, c'est ce que je disais, on a à peu près 250 km² de substrature et herbier qui seraient à cartographier. La Nouvelle-Calédonie, c'est 4600 km² de récifs bioconstruits. Là, on parle de récifs bioconstruits, hein, donc, évidemment, c'est colossal. La Polynésie française, c'est 3000 km² de récifs bioconstruits. Donc là aussi, c'est pareil, hein, au niveau de la masse de travail, etc. Si vous voulez une typologie détaillée, ça fait quand même beaucoup. Et Wallis et Futuna, donc je disais que ça a été fait pour Wallis, Futuna et Alofi, mais ça n'a pas été, il y a des bancs en noyer qui sont un peu plus profonds, ça n'a pas été fait. Et là, il y a pour 75 km² de récifs bioconstruits. Et notamment, la carte de Wallis et Futuna de 2006, peut-être une mise à jour serait pertinente. Et enfin, pour les îles éparses, dont je suis passé un peu vite tout à l'heure, mais pour Juan de Nova, Bassas, Daïga et Tromelin, on a un niveau typologique qui n'est pas très élevé. Donc, on pourrait, parce qu'il n'y a pas eu de vérité terrain, en faisant des vérités terrain, augmenter ce niveau typologique. Donc, ça représente 100 km² de récif. Donc là, on a un total de 8000 km² de récifs bioconstruits qui resteraient à cartographier. Sachant évidemment que c'est quand même un peu, alors pas trompeur, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que en fait, c'est la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie qui sont, là, ça fait 7600 km² de récifs rien que pour ça là. Donc, si on met ces deux territoires de côté, bah, en fait, ce qui reste, ça reste tout à fait envisageable, hein, puisque ça fait à peu près dans l'environ de 400 km² de substrat dur ou de récifs construits, sachant que là, on en a fait 1400 km². Et notamment, là, une grosse partie, c'est les îles Éparses et Mayotte. Donc voilà, donc ça c'est une petite synthèse de ce qui reste. Bah, donc pour ce qu'on disait, hein, pour les Caraïbes, ce serait plutôt la Guadeloupe pour avoir une carte récente. Et ensuite, bon, alors ensuite, si on met de côté Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, c'est peut-être une mise à jour pour Wallis et Futuna et augmenter la typologie, le détail de la typologie pour certaines cartes des habitats des îles Éparses. Je vous présente rapidement quelques applications qui ne sont pas toujours forcément évidentes. Donc, ce que je vous disais au début, c'est que c'est une superposition d'informations, de couches qui permet de caractériser un habitat. Donc là, par exemple, si on regarde juste la couche du substrat, ça peut donner une information notamment sur la colonisation potentielle en fait, hein, de ces habitats, notamment par la faune fixée. Donc on va avoir le sable, ben là on va avoir de la faune endogée, et ensuite on va avoir tout ce qui est substrat dur, où là on peut avoir développement de coraux, de gorgognes, d'éponges, de coraux mous, enfin, etc. Tout ce qui est faune fixée ou flore fixée. Et ça peut donner un indice sur des zones qui peuvent avoir un haut potentiel de colonisation. On va aussi avoir évidemment des cartes de peuplement. Donc ça, c'est juste les peuplements qui vont donner une indication sur la richesse, hein, et puis sur un intérêt de ces zones. Là, c'est fait aussi les cartes d'habitat, notamment quand elles sont faites avec la typologie qui est développée par le muséum. On va avoir des notions d'infractuosité. Donc ça, c'est des petits trous dans des petites cavités. Donc s'il y en a plus ou moins. Si on a une dalle, c'est tout plat, ben, on n'a pas beaucoup d'infractuosité. Si on a
un récif avec des coraux branchus, etc., bon, évidemment, on va avoir plus d'abris. Donc ça donne une idée sur l'abondance et la biodiversité des peuplements benthiques sessiles, de type crustacés, mollusques, etc. Et aussi, là, on a aussi, on peut avoir des cartes de complexité paysagère. Donc là, ça va être, est-ce qu'il va y avoir des tombants, des gros massifs, des gros éperons, etc. Et ça peut notamment être un proxy pour une richesse potentielle en poissons, notamment en poissons d'intérêt halieutique. Bien sûr, ce sont des proxys, hein. Une carte d'habitat va pouvoir aider à faire une liste rouge des écosystèmes, comme il y a la liste rouge des espèces. Notamment, on va avoir les habitats rares, etc., les habitats avec fort enjeu, etc. On peut, donc ça c'est la carte de Saint-Barthélemy avec, donc ça c'est fait par Créocéan, comme je le disais. Donc la carte des enjeux écologiques, donc ça va être les habitats avec le plus fort intérêt écologique. Donc ça peut servir notamment pour spatialiser les habitats qui vont être notamment les plus riches. Donc là, c'est ce que ça a été fait pour la Réunion. La carte des habitats a grandement servi pour délimiter les ZNIEF. D'accord? Donc, les zones naturelles d'intérêt écologique, touristique et floristique, donc avec un potentiel de biodiversité importante et notamment des espèces déterminantes. Donc, ça a été fait en grande partie à partir de la carte des habitats, mais ça peut aussi servir la carte des habitats, bien sûr, et des habitats d'intérêt écologique pour, dans le cadre d'une aire marine protégée, voir les zones, les réglementations, d'accord? Les différentes zones avec différentes réglementations. Ça a été fait, c'est l'évolution de la couverture corallienne sur le plaqué, donc c'est à faible profondeur à La Réunion, hein, ou à 1 mètre de profondeur, avec des données hyperspectrales. Parce que comme je disais, avec le multispectral, c'est quand même plus difficile. Donc là, c'est le programme, alors Spectraven, j'ai peut-être un doute, c'est peut-être iScore, en tout cas mené par l'IFREMER. Donc c'est des images hyperspectrales prises par avion et donc on a l'évolution du recouvrement corallien entre 2009 et 2015. Alors ça, évidemment, ça ne va pas remplacer des suivis in situ, hein, non plus. Il ne faut pas se leurrer, hein, parce que là, évidemment, c'est la couverture corallienne. On ne va pas avoir les formes coralliennes, etc., hein. Tout ce qui est, évidemment, tout ce qui est suivi GCRMN, DCE, les MSA, CORAM, tout ça, évidemment, vont beaucoup plus dans le détail, hein, notamment dans la composition du peuplement. On peut aussi avoir, et là je mets ça parce que c'est l'évolution de l'herbier, alors c'est au glorieux, ça fait 20 km². Donc ça c'est fait avec des images sentinelles, hein, donc résolution spatiale 10 mètres, hein. Donc le pixel fait 10 mètres. On n'a pas toujours obligé de prendre des pixels, enfin, des images Pléiades ou voire néo-Pléiades, hein. Ça dépend aussi des objectifs et de la taille de la zone d'étude. Donc voilà, ça a été fait par classification supervisée et approche orientée objet. Hmm. euh, par Marax et Espaget avec Pascal Mouquet. Donc, voilà, c'est l'évolution de l'herbier à Thalassodendron entre 2016 et 2019. Ça, il faut voir que c'est quand même cet herbier, il est entre 15 et 30 mètres, hein. Donc là, on a réussi à aller assez profond. Bon, avec l'herbier, c'est un peu plus facile. On peut aussi faire, toujours avec l'herbier, c'est la même étude, des analyses un petit peu de fragmentation de l'herbier, le nombre de patchs, la taille des patchs, etc. Il y a eu aussi, ça c'est oui pour Créocéan, la comparaison entre la carte qui avait été faite par TBM, je pense que c'était en 2015 et en 2013 et Créocéan en 2023. Donc la comparaison de l'évolution, enfin l'évolution de l'herbier à Stipulacea, à Lophylax stipulacea, donc c'est l'espèce d'herbier envahissante et exotique dans les Caraïbes. Donc ça c'est possible aussi, hein, donc ça voilà. Et puis aussi, donc ça avait été fait par ici sur les Saintes, donc ça pour voir un peu, toujours avec de l'herbier, et pour le substrat, pour voir un petit peu, définir des zones d'ancrage pour éviter de- que le bateau s'ancre sur les zones les plus sensibles. Aussi, pour beaucoup d'études, ça sert à définir un plan d'échantillonnage. Des fois, là, c'est le plan d'échantillonnage qui a été défini donc dans l'urgence, hein, vous imaginez bien, pour lorsqu'il y a eu l'échouage du pétrolier Trestastar à La Réunion. Donc, bah, la carte des habitats a justement servi pour faire le plan d'échantillonnage pour aller voir les stations
avec les habitats les plus riches pour voir s'il y avait un impact de cet échouage, hein, parce qu'il y avait un petit peu de pétrole à l'intérieur. Et ça sert, là, je crois que c'est mon dernier exemple, ça sert notamment évidemment pour les évaluations de l'impact dans le cadre des études d'impact environnemental. Donc la carte des habitats, quand elle existe déjà, c'est vraiment pratique. Déjà dans un premier temps, quand on définit un projet, si on a déjà une carte des habitats, on va pouvoir déjà éliminer certains scénarios où on voit, même sans faire d'études d'impact, on va avoir un impact trop fort, notamment par exemple sur des habitats avec une sensibilité très élevée ou très rare, quoi. Et ensuite, ça peut servir, enfin, ensuite, ça sert pour faire le plan d'échantillonnage. Et une fois qu'on a fait ce plan d'échantillonnage, avec certaines méthodes qui vont permettre de définir l'état écologique de ces habitats, notamment la méthode Mercicore qui est développée dans le cadre de l'IFRECOR, ben, cette méthode in situ, donc est couplée à la carte des habitats, ça va donner une carte de la sensibilité, puis ensuite une carte des impacts en fonction des projets. Donc c'est la carte des habitats, c'est la carte de base pour l'évaluation des impacts, des impacts environnementaux dans le cadre de ces études d'impact. Enfin, là, l'IFROCOR, c'est en cours de développement pour bancariser toutes ces cartes d'habitat dans le portail C100, donc j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez, mais avoir un portail IFROCOR, comme il y a par exemple un portail océan Indien, pour bancariser toutes ces données qui pourront ensuite être disponibles au format Shape, hein, de préférence, pour pouvoir disposer de toutes ces données et de les utiliser directement, avec évidemment les métadonnées qui vont avec. Voilà, merci. Bon, j'espère que j'ai tenu le chrono à peu près. Donc, c'est dur et beaucoup de choses. Merci beaucoup, Jean-Benoît. Ça a un peu débordé, mais c'était très intéressant. J'ai pas eu le cœur de te couper. Ah, merci. Merci en tout cas pour cette présentation. Donc on va laisser un petit temps d'échange avec la salle. Donc voilà, si vous avez des questions ou des remarques à la suite de cette présentation, je vous invite à lever la main ou à vous manifester dans le chat. Et ensuite, on pourra passer donc à la suite du webinaire avec des cas plus ciblés sur les situations particulières dans certains territoires d'outre-mer. Pour le moment, je ne vois personne se manifester. C'était sans doute très clair. Alors, soit très clair, soit incompréhensible. Ça dépend. Non, non, incompréhensible, tu m'aurais Désolé perdu aussi. pour mon retard. Donc j'arrive, je suis arrivé il y a peu de temps. La présentation, là, c'était sensiblement la même que celle qui avait été faite au comité national ou Non, pas tout à fait, non. Plus complète, celle-là, là. plus complète? Bon, bah, je Hmm. regarderai. Désolé. Oui, je vois une main levée de Sébastien. Je te laisse la parole si tu souhaites poser ta question. On ne t'entend pas. Si ça ne fonctionne pas, peut-être que tu peux poser ta question dans le chat et puis on la restituera à voix haute pour que Jean-Benoît puisse en prendre connaissance ainsi que l'ensemble des participants. Bonjour, excusez-moi, j'ai une question. Je ne sais pas si. Oui, on peut prendre Ok, ta super. question en attendant. Oui, j'ai une question au niveau des coûts, justement, de telle cartographie et aussi de la durée que ça prend. Ouais, alors bah là, ça va vraiment dépendre en fait de la superficie déjà, quand même. Parce que ça va. Ce qui est déjà cher, ça va être la vérité terrain. Parce que là, il faut faire le terrain, donc ça va nécessiter des bateaux, etc. Donc ça va dépendre vraiment de la superficie. Par exemple, bon, pour un ordre d'idée, donc
une des plus grandes, là, c'est de mémoire pour la Martinique, ça a nécessité 20 jours de terrain. D'accord? Donc voilà, là, il faut prendre le bateau, les personnes qui font les vérités terrain, etc. Et ensuite, pour tout ce qui est analyse des données, etc., ça dépend vraiment en fait de la méthode que vous faites. Et c'est vraiment compliqué. Ça dépend vraiment de la superficie, comment vous allez faire vos analyses. Mais en gros, je dirais que ça coûte entre 10. Ben, vous voyez, ça va dépendre, hein. Pour les zones là, pour les cartes que j'ai présentées, en gros, ça va varier entre 20 et 100 000 euros, à peu près. 100 Et 000 pour les plus grandes, 20 000 pour les plus petites, ok, ou Martinique, 30 la, 000, la superficie, c'était de combien? 500 km². D'accord. Mais ce qui coûte cher, en tout cas pour l'aspect finance, c'est la vérité terrain. Ouais, ce sont les plongées surtout. Ouais. Et avec du coup, quel est les moyens techniques les plus optimaux pour avoir le meilleur résultat? Alors, bon, alors, s'il y a des zones profondes, je dirais que l'Europe, c'est pas mal. Parce qu'en plongée, bah, forcément, on peut pas en faire beaucoup par jour. Donc, bah, tout de suite, on est limité. En gros, si vous pouvez faire 2, 3 plongées par jour. Donc, bah, voilà, hein. Sinon, il faut être très nombreux sur le terrain. Donc, après, par RAW ou par caméra, hein, caméra quand vous descendez au fond, hein, c'est ce qui avait été fait, par exemple, à Mayotte. Et ensuite, le plus simple, ça va être de l'apnée ou de l'apnée tractée, hein, là, ce que j'ai présenté. Voilà. Et après, suivant ce que vous faites comme traitement, soit vous faites des points, enfin, vous faites des prises de notes classiques, hein, après vous allez rentrer dans Excel notamment. Soit maintenant, il y a aussi pas mal de programmes où ça commence, hein, où il va y avoir on prend avec des vidéos ou des photos et c'est traité Avec du machine learning? automatiquement voilà, exactement, avec du deep learning même, je pense. Mais ça, je pense que Priscilla va présenter ça dans le cadre de Carmuab, si je ne m'abuse. Donc, Parce je vais pas en dire qu'hier, plus, mais voilà. hier, Oui. on avait un webinaire sur justement la cartographie des herbiers de Posidonie en Méditerranée, notamment avec les Ouais. images satellites. Et il y avait pas Mhm. mal de limites, notamment. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans ce type de projet, mais les limites Mhm. étaient le climat et la profondeur aussi, parce que les herbiers sont principalement petits fonds côtiers, mais dès qu'on descend un peu, on voit plus rien à l'image. Et je voulais savoir si, du coup, les images satellites, c'était quelque chose que vous utilisiez beaucoup ou vous préférez plutôt les vérités terrain et par image acoustique. Alors, oui, mais l'acoustique, on fait pas trop. C'est ce que je disais là au début. En gros, les images satellites, bah, ouais, vers 30 mètres, vers 15 mètres, en dessous, ça commence à être plus délicat, quoi. Maintenant, par exemple, là, je vous ai présenté pour une cartographie des herbiers pour les Glorieuses. Là, on a été jusqu'à 30 mètres parce qu'on avait un contraste assez important. C'est sur du fond sable plutôt blanc, donc on avait un contraste assez important. Mais oui, c'est clair, on est limité. On peut pas, à 50 mètres, on peut pas, par exemple. On ne fait pas, ça c'est sûr. Donc là, généralement, on s'arrête aux alentours de 30 mètres. Et avec l'image satellite couplée le plus souvent maintenant avec ce que je présentais aussi, le litho 3D, la bathymétrie. Et là, ça permet bah oui, de descendre à peu près jusqu'à 30 mètres. Mais si on fait en classification, en traitement du signal, on s'arrête parfois à 15 mètres, quoi. Ça dépend de la colonne d'eau, quoi. Est-ce qu'elle est turbine ou pas? Voilà. Mais oui, on s'arrête. Mais les cartes, principalement, aujourd'hui, sur les milieux récifaux, c'est quand même principalement fait par images satellites et croisé avec le lidar. Mais il y a eu avec des sonars, hein. Il y en a eu notamment là, en Martinique, il y en a eu aussi en Nouvelle-Calédonie. Mais bon, c'est cher aussi. Ouais, en effet, c'est un peu la contrainte qu'on a. Donc, je vous remercie pour ces Ouais, informations. ouais. Merci pour cette question et les échanges que ça a suscité. Une dernière question avant de passer à la suite. Donc, question de Sébastien Knut dans le chat. En lien avec le portail Sextant, est-ce que les petites cartographies d'études d'impact, par exemple, seront ajoutées? Ouais, alors bah, ça, je sais pas trop, puis c'est pas, je pense à moi forcément d'y répondre. Peut-être, parce que je pense qu'il y a des notions de propriété, je sais pas trop. Là, peut-être.
que Magali Duval, je crois qu'elle est là, non? Qui pourrait répondre à ça. Là, je ne suis plus. C'est pas moi qui peux vraiment répondre à cette question. Ok, donc plutôt à voir avec Qu'a les dit preneurs. Jean-Benoît? Ouais, enfin, je pense que c'est ce que dit Jean-Benoît, ça dépend aussi de la propriété donnée et puis s'ils acceptent que ça soit mis en ligne ou pas. Et puis prévoir les budgets associés aussi. Mais ceci dit, Merci. ça sera un grand plus, hein, parce que Dans la mesure, il y a quand même beaucoup de fois. Bon, maintenant peut-être un peu moins, hein, mais bon, elle est un peu vieux, hein, mais, tout dire ça, mais au début, il y a quand même plein d'études d'impact où il y a des cartes d'habitat qui ont été refaites et où ça aurait été plus aisé, plus rapide et moins cher de reprendre des cartes d'habitat qui existaient déjà, mais où les couches SIG sont perdues, enfin bon, dans les méandres des différents ordinateurs. Plus c'est bancarisé tôt au moment de l'acquisition, mieux c'est. Hein. C'est vrai qu'il faut pas retarder dans le temps. Hein. Après, on les retrouve plus. On n'a pas toutes les Voilà. métadonnées qui vont bien. Après, dans Sextant, il y a la possibilité de. Alors, je parle par rapport aux collectivités qui sont payeurs. Il y a la possibilité, dans un premier temps, de ne laisser ouvert que la fiche de métadonnées. Et la partie GeoViewer est Correspond. Bon, je me dédie et je laisse une dernière question à Chloé Alagnès de la DAL Guadeloupe avant qu'on passe à la suite. Oui, juste une question du coup sur la précision des cartes, c'est-à-dire au niveau des patchs. Parce que du coup, on a parlé de la précision de la donnée qui entrait, mais pas de la donnée qui était restituée. Et sur les vérifications de terrain, la quantité de vérification de terrain, elle dépend de quoi? De l'hétérogénéité de l'habitat, du nombre de classes, de la surface, de tous ces paramètres réunis. Et justement, enfin voilà, c'est parce qu'on avait vu lors du séminaire de l'IFROCOR que notamment sur la précision, on n'avait pas forcément la même précision qui était associée aux cartes IC, parce qu'il y a eu beaucoup plus de vérification de terrain que à la carto qui avait été réalisée sur la Martinique. Donc voilà, juste si c'est possible de préciser et de discuter un petit peu sur ce point. Ouais, bah, la précision elle va dépendre de plusieurs choses. Alors déjà bon, bah, de l'image dont vous disposez, hein. Voilà, ça c'est quand même le premier point. Ensuite, elle va dépendre du niveau de typologie que vous voulez utiliser, le niveau de détail. En gros, si vous dites juste, moi ce que je veux, c'est 4 classes qui vont être herbier, sable et puis substrat dur corallien, ah là vous allez avoir une justesse de la carte, une précision qui va être importante. Forcément, hein, parce que vous différenciez plot de classe. Ensuite, plus vous allez dans des, dans des classes typologiques qui vont être détaillées, évidemment, plus c'est automatique, hein, plus vous allez dégrader la précision, la justesse de la carte. Évidemment, plus vous allez avoir de points de vérité terrain, plus vous allez avoir de points d'apprentissage, hein, comme on dit, plus évidemment vous allez soit que ce soit par détourage visuel ou par apprentissage bah, par exemple en deep learning, quoi, hein, bah, plus votre carte va être juste. D'accord? Maintenant, donc ça, c'est quand même assez variable, quoi. C'est délicat de dire, de dire vraiment, c'est ces 3 choses qui vont quand même faire qu'on va avoir une précision une justesse qui est variable. Maintenant, on considère qu'une carte, elle est quand même pas mal aux alentours de 80% de justesse. Voilà, bon, ça dépend évidemment ce que vous voulez en faire, mais voilà. Euh, donc là, ce qu'on conseille maintenant, ça ne se fait pas toujours, mais c'est pas toujours évident de le faire, c'est de justement bah, calculer cette précision en ayant, quand on fait des points de vérité terrain, ça s'appelle des points de contrôle, c'est-à-dire des points qu'on n'utilise pas pour faire la carte, mais une fois qu'on a fait la carte, pour vérifier que notre carte coïncide avec ces points qui ont été faits en vérité terrain. Si on a si on a mis de l'herbier sur la carte, est-ce que ce point de contrôle, il y a effectivement de l'herbier? Mais voilà, ça dépend vraiment de l'image et des points de vérité terrain, du nombre de points de vérité terrain qu'on va utiliser et où on les a placés aussi. D'accord. Et sur la restitution des enfin l'échelle de restitution au niveau des patchs, du coup, le plus petit patch, c'est Ah, ça, c'est la précision. Bah alors, si vous faites en gros, si c'est la classification, si vous faites la classification, donc vous allez attribuer pour chaque pixel de l'image à l'habitat, en fait, suivant sa signature spectrale.
bon, le plus souvent, les pixels avoisinants vont aussi avoir la même signature spectrale, donc le même habitat. Bah, ça, c'est l'échelle du pixel. Donc, s'il fait 1 mètre, bah, vous avez une précision de 1 mètre, hein. Après, quand vous détourez des tourages visuels, ça dépend de l'échelle à laquelle vous détourez. Plus l'échelle va être fine, plus vous allez avoir un détourage précis. Mais je dirais que c'est à peu près entre 5 et 10 mètres. Voilà, donc le plus petit, donc le trait va varier à peu près on va dire de 5 mètres, vous voyez. Et ensuite, les plus petites entités, je ne sais plus, moi, pour la carte de Martins qu'il y avait, c'est peut-être, je sais pas, un truc, ça peut-être 50 mètres carrés. Le plus petit polygone, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc un polygone de 5 mètres sur 10 mètres, par exemple. D'accord, merci. Merci et merci encore Jean-Benoît pour ta présentation et les compléments que tu as su apporter. Donc, sans plus attendre, je vous propose de basculer sur la deuxième partie de ce webinaire, donc à savoir un zoom sur quelques cas d'études dans des collectivités d'outre-mer. Et en premier, donc, je vous propose de nous pencher sur le cas de Saint-Barthélemy. Et pour cette présentation, je vais laisser la parole à Sébastien Gréau, qui est directeur de l'Agence territoriale de l'environnement de Saint-Barthélemy, conservateur de la réserve naturelle et également représentant du comité local de l'Ifrecore. Sébastien, je te laisse la parole. On ne t'entend pas en revanche. Oui, pardon, excuse-moi Antoine. Bonjour à tous. Donc oui, moi je vais faire donc un petit focus plutôt sur la partie gestionnaire, utilisation de cet outil qui est la cartographie. Si tout le monde voit mon écran, si tout est OK, vous me dites, sinon je m'arrête. C'est parfait. Parfait, merci. Donc on avait une première cartographie qui avait été faite en 2013 par le bureau d'études TBM. Donc, la méthode, elle se basait sur de la photo-interprétation à partir d'images IGN. Ensuite, il y a un plan d'échantillonnage qui avait été défini et une vérité terrain qui se faisait en palmas tuba dans les zones les moins profondes et avec une caméra immergée dans les zones un peu plus profondes. Donc, le résultat de cette première carte avait abouti donc, à 47 classes d'habitats différents. Et pour vous donner un exemple très concret d'utilisation de la carte, après le passage de l'ouragan Irma en 2017, le port de commerce était complètement ensablé. Donc, sur un territoire comme le nôtre, l'avitaillement, enfin tout l'avitaillement, notamment en nourriture, se fait par le port de commerce. Donc, il a fallu trouver une solution très rapide. La collectivité nous a sollicité pour déterminer l'endroit où le rejet du sable qui allait être pompé allait être le moins impactant. Et donc, grâce à cette carte, on a assez rapidement pu leur proposer 2 ou 3 sites les moins éloignés possibles du port de commerce pour faciliter la réouverture du port. Mais donc, 10 ans plus tard, on a donc remis à jour cette carte, cette fois avec le bureau d'études Créocéan. La méthodologie n'était pas tout à fait la même puisque le bureau d'études a réalisé dans un premier temps une pré-cartographie grâce à l'analyse d'images satellitaires, WV2 et Pléiades principalement. Suite à cette pré-cartographie, il y a un plan d'échantillonnage qui a été défini et ensuite une phase de vérité terrain à laquelle les plongeurs de l'ATE et les membres de l'équipe ont participé et donc qui se faisait par plongeurs tractés pour les zones les plus profondes avec en surface un plongeur également en charge de la sécurité du plongeur qui était sous l'eau et qui aussi avait avec lui le GPS qui était calibré avec la caméra qui était également tractée avec le plongeur. Et dans les zones les moins profondes, là encore du palmas tuba ou de la plongée en bouteille aussi dans les zones un peu plus difficiles d'accès pour le navire. Donc, le résultat de cette carte, il est présenté sur cette diapo. Donc, Jean-Benoît en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est un outil bien sûr dont on dispose sous format SIG et qui nous permet, sous chaque point GPS, d'aller, en consultant la table attributaire, vérifier lequel habitat il s'agit, quelles sont les espèces dominantes, quelle est la surface du polygone en question et quel est son enjeu, enfin comment il est classé en termes d'enjeu.
Donc, le résultat de cette carte, donc, c'est 26 classes d'habitat qui ont été regroupées, comme le disait Jean-Benoît tout à l'heure, en 6 habitats principaux. Mais pour vous donner un exemple, dans la carte où que les 6 habitats principaux habitent, l'herbier n'est uniquement indiqué en tant qu'herbier de Phanerogame marine. Mais bien évidemment, on peut faire des classes, des cartes beaucoup plus détaillées où on ne fait apparaître que les herbiers monospécifiques de telle ou telle espèce, les herbiers mixtes. Dans les herbiers mixtes, on connaît quelle est l'espèce dominante. Donc, voilà, les 6 classes, c'est vraiment des habitats principaux, mais on a un niveau de détail qui est assez intéressant. Et donc, je vais surtout vous présenter des cas concrets d'utilisation de cette carte. Le premier, c'est donc le suivi de l'évolution de la répartition d'une espèce exotique envahissante qui est Halophila stipulacea, qui est une phanerogame marine qui vient de l'océan Indien. Mais Jean-Benoît en a parlé tout à l'heure. Donc, alors la difficulté avec la comparaison des deux cartes 2013-2023, c'est que la méthodo et la résolution ont évolué entre-temps, mais c'est vrai que en les comparant, on peut quand même suivre certains éléments, notamment le fait que cet herbier a principalement colonisé du substrat nu, en fait, où il n'y avait pas d'herbier natif jusque-là. Et lorsqu'il est arrivé dans des zones où des herbiers natifs étaient présents, il est bien sûr, voilà, il est arrivé dans ces zones, mais il n'a pas pris la dominance. Généralement, l'herbier natif est resté l'espèce la plus abondante, l'espèce dominante. Donc, c'est intéressant de pouvoir suivre ça. Et c'est également pour ce genre de comparaison qu'on s'est mis comme consigne de reproduire cette cartographie tous les 10 ans. La cartographie nous a permis aussi de mettre en avant, de géolocaliser précisément des espèces à fort enjeu comme les acropora, les 2 espèces d'acropora qui sont présentes dans nos eaux. Voilà, là, vous avez des exemples où, autour de certains îlots ou dans certaines zones côtières, on a pu dénombrer le nombre d'espèces le nombre de colonies, pardon, pour chaque espèce. Et typiquement, ça va nous permettre de faire un travail suite aux 2 épisodes de blanchissement qu'on a eu pour aller voir un petit peu sur ces colonies, combien ont survécu aux 2 dernières années qui ont été particulièrement chaudes. Et ça nous permet également, lorsqu'il y a des projets de bouturage sur ces espèces, d'orienter, lorsque c'est nécessaire, d'orienter les collectes de fragments en mer dans des zones où on sait qu'il y a un nombre de colonies important. Donc là, durant cette cartographie, on a pu aussi mettre en avant des phénomènes d'agrégation pour certaines espèces, principalement des gastéropodes. Alors là, c'est le cas du strom laiteux, donc qui est une espèce interdite de pêche, mais qui n'est pas habituellement consommée. Mais on a aussi eu des cas d'agrégation de l'ambi, par exemple, qui est une espèce à fort enjeu pour la pêche, en tout cas. Donc typiquement, on est gestionnaire d'une réserve naturelle, mais on est aussi en charge de la gestion de la ressource halieutique. Et donc, on fait évoluer régulièrement notre réglementation de pêche. Et typiquement, la mise en avant de ces sites nous permettent aussi de peut-être réfléchir à les étudier de façon plus approfondie pour éventuellement proposer des restrictions de pêche dans ces zones de reproduction. Et on a mis aussi en avant, par la même occasion, la présence dans certaines zones de pas mal d'engins de pêche abandonnés. Et pour limiter la pêche fantôme, ça nous a permis après d'envisager des actions de retrait de casiers abandonnés notamment. Donc la carte des enjeux, Jean-Benoît en a parlé aussi tout à l'heure. Elle a à notre niveau 2 intérêts principaux. Elle nous permettrait dans un premier temps de définir et de justifier d'éventuelles extensions de la réserve naturelle, puisque notre réserve est actuellement délimitée en 5 zones éparses qui ont été définies justement pour englober un maximum d'habitats différents et de zones intéressantes. Mais en dehors de ces 5 zones, il reste des zones à fort enjeu où aujourd'hui il est possible de pêcher, d'ancrer. Et typiquement, cette cartographie nous a permis de les identifier et d'envisager d'éventuelles extensions de notre réserve naturelle. Et dans autre exemple concret d'application,
on a la chance ou la malchance, je ne sais pas comment on peut dire ça, un, d'avoir un type de tourisme assez spécifique. On accueille notamment en haute saison beaucoup de méga-yachts. Et ces méga-yachts donc, sont très habitués à fréquenter certaines zones de Méditerranée où il existe une application euh, permettant de leur indiquer où figurent des habitats protégés, des habitats sensibles, et les alerter quand ils s'apprêtent à jeter l'ancre sur ces habitats. Et compte tenu que ces bateaux qui fréquentent la Méditerranée sont très souvent dans nos eaux en haute saison, nous avons intégré les résultats de notre cartographie à cette application. Enfin, on a intégré les habitats à enjeux forts et modérés dans cette application. Et désormais, dans l'application, pour les habitats entre 0 et 18 mètres, les zones sensibles apparaissent. Et donc, ces méga-yachts, même en dehors de la réserve, savent maintenant qu'ils s'apprêtent à ancrer sur de l'herbier ou sur des zones potentiellement avec présence de corail. Donc, ils ont au moins cette information. Et s'ils ont un minimum de bon sens, ils se décalent un peu et ils évitent d'ancrer sur ces zones. Donc, voilà, c'était à peu près tout me concernant. Je crois que la phase de questions est prévue après les présentations de mes collègues. Donc, Tout à fait, je passe la parole. tout à fait. Merci beaucoup, Sébastien. Donc effectivement, si vous avez des questions à ce stade, je vous invite à les garder pour après la fin des présentations. Et du coup, donc maintenant, je vous propose donc une présentation sur les cartes des habitats de Martinique. Et donc pour cela, je vais laisser la main à Jessica Crillon, qui est chargée de mission patrimoine naturel au Parc naturel marin de Martinique. Euh, Jessica, on te laisse la main et n'hésite pas si tu as besoin qu'on partage la présentation ou autre. Antoine, Jessica n'est plus en ligne. Elle était là tout à l'heure, elle est plus en ligne. Donc peut-être passe à la prochaine et Ok, si elle ouais, tout à fait. peut-être J'étais en train de un regarder dans les problème de participants, connexion. mais vu qu'on est nombreux, je ne la trouvais pas. Désolé pour ce contretemps, du coup, on reviendra à la Martinique tout à l'heure. Et donc, sinon, la présentation suivante qui était prévue, donc, c'est une présentation du projet BioEOS, du suivi des variables essentielles de biodiversité par imagerie satellite, et donc plus spécifiquement une application de ce projet au site de La Réunion et des Glorieuses. Sur cette présentation, donc, je laisse la main à Touria Bajouk, qui est cadre de recherche à l'Ifremer. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Pas au début. pas au début. C'est bien, c'est parfait. On est en plein écran sur la diapo d'intro. Ok. Bonjour tout le monde. Merci aux organisateurs de nous donner la parole pour parler du projet BioEOS. Donc, ce projet a été labellisé par le SCO, le Space for Climate Observatory. Il est cofinancé par le CNES et par l'ADL Réunion. Et c'est un projet qui associe des équipes de 12 laboratoires de recherche. Et notre objectif, c'est de proposer des outils de suivi de la biodiversité côtière à partir de l'imagerie satellite. In fine, le projet a comme objectif principal de proposer un démonstrateur destiné au soutien à la gestion qui va permettre d'une part de caractériser la dynamique spatio-temporelle de la biodiversité côtière via des variables proxy et aussi d'analyser la trajectoire pour proposer des indicateurs en réponse aux pressions. Alors, nous visons deux écosystèmes, les récifs coralliens et les herbiers marins, et on s'intéresse également à caractériser leur structure de fond ainsi que la colonne d'eau. Donc, 4 sites d'études qui sont dans le sud-ouest de l'océan Indien, Glorieuse, Mayotte, La Réunion et Bassas d'India. Alors, nous basons notre stratégie d'études principalement sur l'exploitation des séries temporelles d'images satellites
Et on va chercher la synergie entre deux types de capteurs, multispectraux et hyperspectraux. Je ne reviens pas dessus, Benoît, JB a déjà présenté ces types de capteurs. Et donc, l'exploitation de ces séries temporelles, elle va être enrichie par des données existantes qui nous proviennent soit des programmes de surveillance, soit par des bases de données nationales ou internationales, ou encore les projets scientifiques locaux. Nous interagissons également avec la communauté GeoBun, notamment pour intégrer les standards internationaux en termes des EBVs. Donc, EBV, c'est pour Essential Biodiversity Variables. Il existe toute une liste de classes de variables essentielles de biodiversité. Je fais le choix juste d'une qui concerne les populations. Et pour chacune des classes, il y a des propositions de métriques pour pouvoir l'approcher. Et nous, dans le cadre du projet BioEOS, on va regarder uniquement les métriques qu'on est capable d'extraire à partir des images satellites tenant compte des résolutions spatiales. Ici, par exemple, l'abondance ou alors la distribution. Alors, un exemple qui est sur l'île de la Réunion, ça concerne l'exploitation d'une série temporelle d'images satellites d'une dizaine d'années entre 2013 et 2023. Ces images ils sont associées à des observations in situ pour pouvoir soit entraîner ou valider les algorithmes type machine learning. Donc, pour les herbiers, le modèle qui nous a donné les meilleurs résultats, c'est un modèle de type deep learning et qui nous a permis de bien discriminer les herbiers des coraux malgré qu'on a juste 4 bandes hyperspectrales. Donc ici, vous avez le résultat de la dynamique spatio-temporelle de la distribution des herbiers sur l'île de la Réunion entre 2013 et 2023. Désolée, j'ai oublié la dernière année. Donc, comme vous pouvez le constater, cet habitat, en dehors d'une tache au nord, il a quasiment disparu de l'île de la Réunion. Lorsqu'on regarde l'évolution de la surface globale, donc aujourd'hui, à date de 2023, il ne restait plus que 4% de la surface qui était initialement cartographiée en 2013. Pour les récifs coralliens, il a été possible de cartographier leur taux de recouvrement grâce à des relations entre un indice de brillance et l'estimation du recouvrement corallien in situ. Donc, c'est toute la série temporelle qui a été traitée. Et cela, ça nous a permis de cartographier un peu l'évolution et la tendance d'évolution sur la totalité de la plateforme grâce à un coefficient de variation par année. Sur ce zoom, vous pouvez observer des endroits où on a constaté plutôt des dégradations et des endroits pour lesquels des progressions ont été estimées de manière significative par les tests statistiques. Alors, actuellement, on est en train de travailler sur une autre approche basée sur des modèles statistiques de distribution. Donc, on construit différents modèles, on va essayer de les comparer leurs performances. Et pour cette approche-là, nous utilisons les données d'observation réalisées par le protocole CORAM, c'est pour Coral Reef Rapid Assessment, qui ont été collectées d'abord par le projet Utopion, mais qui ont été complétées également dans le cadre de BioEOS lors de la campagne d'acquisition. Donc, en complément de l'exemple précédent qui montrait la cartographie des récifs coralliens sur le lagon peu profond, avec ces approches-là, on a pu cartographier le taux de recouvrement corallien sur les zones plus profondes de la pente externe jusqu'à une profondeur autour de 20-25 mètres à peu près selon les zones. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'on a pu sortir une carte d'incertitude. Et comme vous pouvez le constater, la valeur maximale ne dépasse pas les 2%, donc ça donne une indication sur les performances du modèle. Nous avons également pu spatialiser l'information sur la vitalité corallienne, donc une vitalité qui était observée in situ, mais en intégrant plusieurs variables physiques, on a pu disposer des cartes qui montrent un peu les tendances. Donc, plus on va vers le rouge, plus les coraux sont en état de dégradation. Alors, pour les sites pour lesquels on ne dispose pas suffisamment d'informations in situ, on a choisi de travailler sur une autre approche, ça s'appelle le modèle de transfert radiatif. Dans notre cas, on a utilisé le modèle de Lie. Pour faire simple, ce modèle, il permet de faire relier la réflectance au niveau des capteurs avec de l'atténuation de l'eau, l'albédo du fond et la hauteur d'eau.
lorsqu'on inverse ce modèle de transfert radiatif, ça nous permet de sortir des cartes de distribution, à la fois de la bathymétrie, et les propriétés optiques de l'eau et les types de fonds de manière simultanée. L'avantage de cette approche, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de données in situ pour entraîner les modèles, parce que c'est un modèle physique. Et on a, dans notre cas, on a juste utilisé l'image qu'on voulait traiter et une librairie spectrale de référence qui montre quelle est la signature spectrale la plus caractéristique pour les principaux types d'objets. Donc ici, vous avez le résultat qui a été obtenu avec une image hyperspectrale Prisma d'une résolution de 30 mètres, où on a rentré comme librairie spectrale deux types coralliens majoritairement présents, les algues rouges, les algues brunes, le sable et les herbiers. Donc, pour l'instant, on n'a pas de données in situ qui nous permettent de faire la validation statistique des abondances, parce que là, on ne sort pas des cartes d'habitat, mais bien une carte d'abondance. La donnée dont on dispose aujourd'hui, c'est celle de la carte de Jean-Benoît Nicet, qui est de 2017, mais à minima, on voulait au moins vérifier s'il y a une cohérence en termes de distribution, notamment pour les récifs coralliens et les herbiers. Donc, j'attire juste votre attention sur une ligne qui est en bleu. Ça, c'est une ligne de bathymétrie qui a été estimée aussi à partir de l'image hyperspectrale, qui montre, elle est autour de 20-25 mètres, et normalement, au-delà de cette limite, le modèle est beaucoup moins précis. Mais on va retrouver les herbiers de coraux qui sont là, les herbiers qui sont au nord, mais les deux types coralliens qui sont également. Donc, en plus de l'estimation de la carte d'abondance, on peut aussi estimer la bathymétrie. Ça nous donne une actualisation de cette information quand on sait aujourd'hui que la donnée bathymétrique qui est le plus utilisée, c'est le LIDAR. Mais pour certains territoires, ça date de 2009 ou de 2011, il peut y avoir une évolution dans le temps. Pour la validation de nos données bathymétriques, on va utiliser soit des données acoustiques qui nous viennent du CHUM, soit des données LIDAR pour les endroits qui sont beaucoup moins, qui ne présentent pas de structure 3D qui peut varier dans le temps. Alors, parce qu'on s'intéresse également à expliquer les changements qui peuvent exister dans nos écosystèmes à travers nos séries temporelles, on s'intéresse aussi à caractériser les variables environnementales. On s'intéresse à 3 variables: la température, la biomasse de chlorophylla et aussi la matière en suspension. Et donc, on utilise pour cela plutôt des images multispectrales, notamment Sentinelle. Ici, je vous donne 2 exemples qui montrent un peu l'analyse de la tendance. À gauche, c'est le changement de la température entre 2003 et 2021. Et on peut constater que même sur les zones proches de la côte, on arrive à une élévation d'environ 2 degrés, ce qui peut être quelque chose d'important, impactant, notamment pour un écosystème comme les coraux. On travaille aussi à l'échelle locale. Ici, je montre l'exemple de Mayotte, avec l'évolution de l'intensité de variation de la chlorophylle entre 2016 et 2021. Et sur cette carte, on peut constater qu'il y a la dynamique, elle est différente entre l'Est et l'Ouest. Il y a un gradient qui est beaucoup plus marqué, notamment vers l'Est, et qui peut s'expliquer soit par rapport aux influences océaniques, mais aussi des apports anthropiques qui peuvent être plus ou moins importants. Donc, pour l'instant, on en est là, mais ce type de données, on va les croiser dans une seconde phase quand on va s'intéresser notamment à expliquer les changements qui peuvent se produire. Donc, désolée pour Donc, pour conclure, aujourd'hui, à travers les travaux qui ont été réalisés jusqu'à maintenant, on peut noter qu'il le potentiel de la synergie qu'on peut avoir entre les capteurs hyperspectraux et multispectraux des données satellites pour caractériser la dynamique spatio-temporelle de ces écosystèmes, mais aussi le fait de combiner les différentes approches méthodologiques pour augmenter notre capacité à extraire des informations qui peuvent être d'intérêt. L'approche, ces outils aussi, ils montrent qu'on est capable d'appréhender l'hétérogénéité spatiale
ce qu'on ne peut pas faire avec uniquement des observations ponctuelles. Et elles permettent aussi de montrer qu'on est capable de cartographier le changement, ce qui peut être utile notamment pour identifier les zones à enjeu de conservation. Si on regarde les variables qu'on a pu extraire, donc il y a déjà quelques-unes qui caractérisent aussi bien le fond que la masse d'eau, et ça permet d'enrichir la base de connaissances pour les gestionnaires pour compléter ce qu'ils ont déjà comme information avec des approches plutôt stationnelles. Donc, dans ce sens-là, on vient de mettre en place un point d'accès aux données qu'a produit le projet, mais qui va continuer encore à en produire. Toutes les données sont bien sûr stockées dans Sextant, mais on continue les travaux dans le cadre de la convention avec le CNES pour adapter ou appliquer les chaînes de traitement, mais aussi pour améliorer. Donc, tout à l'heure, Jean-Benoît, il a évoqué la limite de la résolution de l'image, des images satellites, notamment hyperspectraux. Certes, par exemple, pour le cas de Prisma, jusqu'à maintenant, on a travaillé avec des scènes de 30 mètres, mais il y a possibilité d'améliorer leur résolution jusqu'à 5 mètres et profiter en même temps d'un potentiel de la résolution spectrale et de la résolution spatiale. Voilà, donc il y a aussi une partie proposée par le projet qui s'intéresse à comment intégrer toutes ces variables environnementales pour proposer des indicateurs de l'état écologique. Donc ça, c'est un volet qu'on va voir pas mal avec des collègues, notamment Leonardo. Et aussi, actuellement, on est en train de développer le démonstrateur destiné à la gestion pour faciliter et rendre un peu plus convivial l'accès, mais même la consultation normalement de ces données avec le changement de données. Et voilà, je termine par ça, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci en tout cas de votre attention. Merci beaucoup, Touria, pour ta présentation. Donc à nouveau, si vous avez des questions, je vous invite à les garder dans un coin de votre tête jusqu'à la fin du webinaire. Et je crois que Jessica a pu se reconnecter. Oui, bonjour tout le monde. C'est Je suis là. parfait. Eh bien, je te laisse donc la main pour que tu puisses nous présenter donc, le travail sur les cartes des habitats de Martinique. Je mets le partage. Est-ce que vous avez bien en face de vous ma présentation? Oui, mais pas en plein écran par contre. Là, ça y est, normalement. Elle est en plein écran. C'est bon. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Jessica Crillon, je suis chargée de mission patrimoine naturel au sein du parc naturel marin de la Martinique. Alors, je vais vous présenter la carte des habitats marins côtiers de 0 à 40 mètres, mais surtout du point de vue du gestionnaire et voir un petit peu aussi les perspectives qu'on attend vis-à-vis, en tout cas, de ce travail. Alors, la particularité de notre parc naturel marin, c'est qu'il est très grand. Parce qu'en fait, bon, déjà, c'est le dernier qui a été créé en 2017, mais il fait 48 000 km². Et c'est vrai que travailler sur l'ensemble de ce territoire, sachant qu'il y a énormément de zones qu'on ne connaît pas, c'est complexe. Et donc, on a voulu réactualiser la cartographie qui avait été réalisée il y a déjà une vingtaine d'années. Ensuite, on n'avait pas encore de service opération et on va vous le présenter aussi tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a vraiment tout sous-traité. Et c'est vrai qu'on imagine peut-être pour des prochaines cartographies de travailler, de réactualiser la donnée avec l'ensemble des suivis que l'on met en place. Donc, notre besoin, c'était de réactualiser la donnée, d'avoir une donnée plus précise. Pourquoi? Parce qu'on réalise des avis techniques, des avis simples et des avis conformes quand il y a des projets qui sont impactants sur l'environnement, et c'est important d'avoir cette donnée, et aussi pour l'organisation de nos suivis scientifiques. Donc, c'est des bureaux d'études Marex et Aquasearch qui ont réalisé cette cartographie, et c'est pour ça que Jean-Benoît a présenté notamment ce travail. Donc, la méthode, je ne vais pas trop revenir dessus parce que tout à l'heure, ça a été assez bien présenté. Mais en gros, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a 711 stations de données terrain qui ont pu permettre
d'agrémenter en fait la donnée sur l'ensemble des paramètres qui ont été utilisés. Et comme le précisait Jean-Benoît tout à l'heure, c'est en apnée surtout, et parfois avec le ROV et en plongée sous-marine. Donc, ce qui a été aussi intéressant avec l'ensemble des couches qui ont été assemblées, c'était de travailler sur des données qu'on a au niveau des Antilles françaises, et notamment de pouvoir prendre les classifications comme celles qu'on utilise avec Bouchon, entre l'état très bon état et état dégradé, pour pouvoir aussi comparer ces données avec l'ensemble des données qui ont été déjà précisées lors des premières cartographies, mais aussi avec Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la Guadeloupe, parce que c'est intéressant dans nos travaux qu'on puisse aussi regarder ce qui se passe ailleurs et comparer un petit peu l'évolution de l'état de santé de nos données. On a aussi profité de ce travail de cartographie qui était très grand pour vérifier la prévalence, la présence de la maladie sur les coraux, et aussi la mortalité des oursins diadèmes, parce qu'on a fait cette carte en plein moment où on avait une épidémie, une épizootie, et du coup l'ensemble des oursins qui étaient affectés. On a aussi travaillé sur les coraux Acropora palmata pour voir où est-ce qu'ils étaient présents, et sur les herbiers invasifs. Donc, ça nous a permis d'avoir des cartes en plus de cette carte des biocéneuses thématiques, et qui sont quand même utiles aujourd'hui, puisqu'on a eu une énorme mortalité sur les Acropora palmata, et ça pourra être des données qu'on va pouvoir suivre dans le temps. Donc voilà, les supports qui ont été utilisés, c'était les données IGN et Pléiade avec leur résolution. Donc, pas reprendre tout ce qu'a présenté tout à l'heure JB, mais en gros, les limites, c'est que c'est une carte à un instant T et qui a une évolution, et on le voit, qui est assez rapide sur certains écosystèmes. La qualité, elle est très bonne quand même par rapport à ce qu'on avait pu avoir, mais il y a aussi de l'interprétation subjective, et voilà. Donc, on voit qu'on est quand même sur une précision à 10 mètres. Il faut savoir que notre carte, elle est que entre les 0 et les 40 mètres. On n'est pas allé plus loin sur notre ZE. Et aussi, on a permis d'utiliser l'ensemble des typologies récentes des habitats benthiques. Donc, ça, c'était quand même un travail intéressant. Et ensuite, quand on a pu mettre la carte peuplement et habitat, on a pu avoir une donnée complète avec 52 classes d'habitat quand même, ce qui est beaucoup en fait. Et là, on s'en rend compte maintenant en application que ce n'est pas si simple en fonction des différents types d'habitat. Pour nous, en tout cas au quotidien, de pouvoir travailler avec cette donnée très précise. Donc voilà. On a aussi travaillé sur les intérêts des habitats, parce que dans notre plan de gestion, on avait une carte des pressions à retirer sur les enjeux forts au niveau des herbiers et des coraux. Et donc, cette carte, finalement, elle vient corréler cette information. Et en fait, ça nous a permis, j'en parle en conclusion, de l'utiliser pour travailler sur un document qui nous permet de montrer l'ensemble des zones à enjeu et les zones sur lesquelles il faudrait interdire, par exemple, le mouillage ou les activités qui vont avoir un impact sur les fonds. Donc, finalement, ça nous a permis d'avoir des données, des chiffres clés sur les substrats, sur les herbiers. Et en fait, on a demandé aussi au bureau d'études de faire un document pour qu'on puisse modifier la carte quand il y a des évolutions. Et c'est là où, en fait, on est en plein questionnement, parce que nous, bon, à l'OFB, on a une personne et un cartographe qui travaillent sur les Outre-mer, mais c'est vrai que ce n'est pas beaucoup par rapport à l'ensemble du travail à mener. Et la question, c'est comment on va faire maintenant qu'on a cette carte et qu'il y a évidemment ces imprécisions, parce que quand on va sur le terrain faire des suivis, parfois on se rend compte que ça ne correspond pas vraiment à la classe d'habitat qui a été choisie. Comment on va faire pour, au cours des années qui arrivent, essayer de faire évoluer la cartographie et de la préciser à chaque fois qu'on va pouvoir aller sur le terrain. Donc, c'est des questions qu'on est en train de se poser au sein de notre parc naturel marin, et c'est là aussi où on a des besoins peut-être d'accompagnement, parce qu'il y a énormément de données de suivi d'études d'impact qui sont réalisées, et comment on pourrait faire pour voilà, les agrémenter et améliorer notre cartographie. Merci en tout cas de votre écoute. J'espère que je n'ai pas débordé. Antoine. Ah, non, pas de souci. Merci beaucoup pour ta présentation. Et je vous propose donc de passer à la dernière présentation qui est prévue pour ce webinaire. Donc, à savoir une présentation du projet CARMUAM pour cartographie multi-usage des habitats marins et intégration des pressions terre-mer pour une meilleure gestion des espaces marins récifaux de Mayotte.
Et pour cela, donc, je vais laisser la parole à Priscilla Dupont. Euh, Je vois pas. Priscilla, Oui, je te laisse bonjour, vous peut-être... m'entendez? Oui. Oui, tout à fait, on t'entend. Je te laisse peut-être te présenter car en cherchant un peu, j'ai vu qu'il y avait plusieurs casquettes, IRD, créa-licence, etc. Donc, Oui, pas de souci. je te laisse nous dire ce qu'il en est. Alors oui, alors bonjour, donc je suis ingénieure sur un projet de recherche qui est en collaboration avec le laboratoire de recherche l'IRD et la société Croissant Océan Indien. Donc c'est un projet innovant qui dure 3 ans et j'ai été salariée 2 ans de l'IRD et maintenant je suis salariée de la société Créocéan. Donc le projet s'intitule CARMUAM et c'est la cartographie multi-usage des habitats marins et intégration des pressions ternaires pour une meilleure gestion des espaces marins récifaux. Et ce projet se passe à Mayotte. C'est un cas d'étude à Mayotte et ça a été financé par France Relance et l'OFB. Donc, comment est né CARMUAM? Vous avez Jean-Benoît en a parlé. J'ai réalisé la cartographie avec Jean-Benoît au niveau de Mayotte. Sauf que l'objectif de la cartographie de Mayotte, la première de 2020, c'était de caractériser les zones profondes, voire mésophotiques, pour essayer de trouver des nouvelles zones coralliennes. On s'est rendu compte qu'elle n'était pas assez fine pour évaluer les pressions anthropiques. Donc, on a réfléchi à une méthode de création d'une méthode cartographique pour comment faire pour évaluer faire le lien avec les pressions anthropiques et l'état de santé des récifs coralliens. Et on s'est concentré vraiment ensuite sur le récif frangeant de Mayotte. Donc, il y a eu 3 axes. Le premier, c'était évaluer les projets cartographiques qui sont déjà réalisés, mais en fonction des besoins des utilisateurs, sauf qu'on l'a fait à l'échelle mondiale, à partir de bases de données universitaires, pour répondre, y a-t-il, en fonction des objectifs, des méthodes différentes? Et on voulait voir s'il y avait des méthodes communes en fonction des objectifs des utilisateurs. Ensuite, l'axe 2, et c'est là où je vais faire le zoom pour le webinaire, c'est le développement d'une méthode cartographique multi-usage, une cartographie, une méthode semi-automatique pour rendre la méthode réplicable, et donc toujours le cas d'étude est à Mayotte. Et ensuite, c'est une fois que ces cartographies sont réalisées, on veut aller à l'échelle la plus fine possible, c'est-à-dire à l'échelle du morphotype des coraux, parce que c'est les coraux qui répondent le plus rapidement aux impacts anthropiques, et on va essayer de cartographier ces morphotypes. Donc, je vous fais le zoom sur l'axe 2. Donc, voilà, vous avez vu qu'on avait utilisé des scooters sous-marins parce qu'autour de Mayotte, il était inenvisageable de faire tout ça en palmasque tuba. Et ensuite, il y a des forts marinages au niveau de Mayotte, donc certaines journées où en fonction des marinages, le bateau ne peut pas passer, donc on a utilisé le scooter sous-marin. Ensuite, on y a mis un GPS multiconstellation de haute précision qui permet de capter les satellites pour avoir une trajectoire précise de nos trajets. On a utilisé pour la cartographie des habitats l'image Pléiade à 50 cm de résolution, donc qui est bénéfique parce que du coup, c'est gratuit pour les gestionnaires ou pour la recherche. Et on a fait une utilisation d'un logiciel aussi gratuit qui s'appelle CoralNet, où on a mis les images qui sont extraites des vidéos pour reconnaître automatiquement les habitats. Il faut savoir qu'à la demande de l'OFB, cette méthode, elle doit être réapplicable à d'autres DOM-TOM. Donc, toutes les méthodes qui ont été faites, les scripts et les logiciels qui ont été utilisés, ils sont tous gratuits, donc réutilisables. Donc là, vous avez une vidéo. Donc pourquoi le GPS multiconstellation? C'est parce que on a le but de faire un suivi temporel et on voudrait essayer de revenir régulièrement sur les sites qu'on a prospectés. Pour l'instant, on a juste mis des vidéos, on a mis des lasers et on a extrait des images de ces vidéos. Le scooter est géolocalisé avec ce GPS multiconstellation, mais en même temps, comme on veut avoir une bonne idée des morphotypes, on fait un post-traitement derrière pour recalculer la trajectoire à partir des bases fixes d'hygiène qui sont autour de Mayotte. Donc, vous avez vu que à gauche, je ne sais pas si on voit mon curseur, à gauche, on a pu prospecter 212 sites. On a fait 111 km de scooters sous-marins. On a 2 téras de vidéos et on a à peu près plus de 30 000 images qui ont été caractérisées grâce à l'IA. Ici, vous pouvez voir les images qui sont
qui sont mises en parallèle sur l'image satellite et on voit bien le changement d'habitat entre un plateau récifal à débris, la zone sableuse et la côte. Et là, vous avez bien la limite du tombant. Sur cette image-là, c'est la trajectoire qui est recalculée grâce aux balises fixes de Mayotte. Et du coup, on a une précision centimétrique et en orange, on a une précision inférieure à 30 cm. Donc, c'est exactement ce qu'il nous fallait parce que du coup, les images Pléiades ont 50 cm de résolution. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données? Nous, on a choisi, pour éviter l'autocorrélation spatiale, on peut sortir à partir de toutes ces vidéos des images de tous les 50 cm, tous les 3 mètres, toutes les secondes, où à partir du script, on peut faire ce qu'on veut avec les images. Nous, on a choisi d'extraire une image tous les 3 mètres. Et ensuite, ces images, on les a intégrées dans le logiciel CoralNet. Et CoralNet nous permet à la fois d'avoir des obtentions des surfaces d'habitat grâce à 30 points qui sont labellisés par image et aussi d'avoir l'habitat principal pour après cartographier les habitats tout autour du frangin de Mayotte. Donc là, vous avez exactement un extrait de ce logiciel-là et vous pouvez voir qu'au départ, on est obligé de labelliser les images et il ne nous donne pas d'indication sur les habitats qu'il cible. Et une fois que notre classificateur est entraîné, il nous propose ici, comme à droite, ça c'est l'ordinateur qui dit qu'est-ce qu'il voit en dessous de chaque croix. Alors, il faut savoir que le logiciel, il marche très, très bien sur les récifs coralliens. Il est entre 80 et 90% de précision pour les coraux. Par contre, il est beaucoup moins bon sur les zones qui sont très hétérogènes entre sable, débris, turf, macroalgues. Et c'est pour ça que la note globale de notre classificateur, il y a une précision de 67%. On a labellisé à la main plus de 3000 images, mais après tout le reste, ça a été fait automatiquement par le logiciel. Et si on veut que notre classificateur s'améliore, il faut augmenter le nombre de labellisations faites à la main. Donc, grâce à CoralNet, on peut sortir des cartes de tous les indicateurs benthiques. Oui, j'ai oublié de le dire, c'est qu'on a choisi 36 indicateurs benthiques en classifiant les acropores, les non-acropores, le turf, les macroalgues, les herbiers, les coraux mous, etc. Et du coup, après, on commence à sortir des cartes de superficie de chaque catégorie pour aider après les gestionnaires à aller voir là où il y a un peu plus de forte couverture corallienne, là où c'est dégradé, etc. Donc là, c'est la classe des acropores. En gros, c'est une classe qui dit que c'est un peu en meilleur état de santé versus macroalgues où on voit que, bon là, il n'y a pas la terre, mais on voit que les macroalgues commencent à apparaître dans les zones très dégradées. Ensuite, grâce à CoralNet, on peut aussi sortir les mêmes. Là, je ne vais pas détailler, c'est issu d'un stage qu'on a eu l'année dernière via Inès Lucasi qui a traité les images et qui a essayé de définir l'état de santé par bassin versant en fonction des images qui sont extraites des catégories benthiques, des pourcentages des catégories benthiques qui sont extraites de CoralNet. Donc, on a les mêmes. On peut sortir les mêmes indicateurs que les suivis en apnée, suivis ORC, et ça donne de très bons résultats grâce à l'IA. Et du coup, elle a pu déjà démontrer qu'en fonction de la dégradation et le gradient de pression qui augmente, et donc la dégradation des états de santé des récifs coralliens, on arrive bien à caractériser chaque bassin versant. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, grâce à CoralNet, le but, c'était vraiment d'abord de faire la cartographie des habitats marins tout autour de Mayotte. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des traitements géomatiques, mais ça aussi, j'ai été aidée par une stagiaire qui s'appelle Léa Moyon. Et donc, pendant 6 mois, elle a fait plusieurs tests pour savoir comment on pouvait faire la cartographie. Et on a choisi de travailler avec des logiciels gratuits, OTB, QGIS, pour faire la cartographie. On va dire d'une manière simple, on travaille avec les images Pléiades et on intègre des données bathymétriques. On sélectionne les zones où on veut travailler, donc on sort de ces images les zones aplatchées. Et ensuite, on va travailler sur de l'orientation objet, c'est-à-dire qu'on va faire des grands segments, des habitats homogènes. Les pixels qui sont homogènes vont se regrouper ensemble. Et après, on a fait les premiers tests de cartographie des catégories benthiques.
grâce au modèle mathématique Random Forest. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en travaillant sur des segments, sur la classification de segments homogènes, c'était pas assez précis pour évaluer l'état de santé des récifs coralliens. Donc, on a voulu incrémenter en plus la classification pixel. Et on peut voir que en travaillant maintenant sur le pixel, en haut à gauche, on avait des segments bien homogènes. Et en travaillant à partir du pixel, on arrive à définir les tannes de mangroves, les platiers et surtout les zones, je ne sais pas si vous voyez l'image, les zones coralliennes qui sont en rose avec les données de corail mort aussi. Je ne sais pas si, parce que moi, du coup, je vois les participants, mais je ne sais pas si... Bon. On voit bien ton curseur sur les slides. Super, merci. Mais du coup, vous voyez l'image derrière, là, que je vous montre, parce que moi, du coup, je ne la vois pas. Bon. Bon, on voit le zoom effectivement sur le petit île. Super, bon bah nickel, merci. Voilà, donc on s'est rendu compte que on avait, alors pour l'instant on a classifié, j'ai pris 13 catégories benthiques, donc j'ai réussi quand même à extraire le corail vivant du corail mort, mais le but c'est vraiment d'aller jusqu'au morphotype. Et là aussi, on est content des premiers résultats, c'est qu'on arrive quand même à avoir ici les zones à macroalgues. On commence aussi à définir quelques zones à herbiers. On a une bonne définition des mangroves. Le souci des herbiers et des macroalgues, pour l'instant, il n'y a pas assez de labellisation d'images pour que la cartographie soit utilisée telle qu'elle. Ça nécessite de retravailler sur les images, de refaire beaucoup plus de labels de points vérité terrain par image. Là, on partait sur 30 points par image. Et pour les herbiers et les macroalgues, il faudrait une 50aine de points par image pour avoir une véracité un peu plus scientifique de ces zones de patch. Donc là, c'est les premières cartes qui sont réalisées dans le cadre du projet et je suis en train de sortir tout le reste. Donc, qu'est-ce qu'on peut ressortir et ces applications par rapport à ce projet? Comme ça a été une demande de l'OFB, c'était d'essayer de trouver une méthode semi-automatique qui pourrait être utilisée par les gestionnaires. Il faut savoir que tout le terrain a été fait aussi avec les agents du parc marin de Mayotte, donc ils sont formés. Donc, la partie terrain peut être complètement faite par les gestionnaires. Ensuite, la cartographie en géomatique, elle est faite grâce à des outils automatiques, mais par contre, forcément, ça demande quand même une base en géomatique pour pouvoir utiliser les scripts et réaliser d'autres cartos. Et l'intérêt aussi, c'est vraiment qu'on a vu que l'utilisation de l'IA plus faire les cartons, on a un gros jeu de données. On a plus de 30 000 images tout autour de Mayotte. Et on a eu notre chance dans notre malchance, c'est que du coup, il y a eu l'impact Chido. Et on a quand même une grosse base de données avant le cyclone. Et du coup, le but, ça serait à terme de repartir sur le terrain, refaire la même méthode pour évaluer l'impact du cyclone sur l'environnement des écosystèmes récifaux de Mayotte. Bon, bah merci pour votre attention. J'espère que j'ai été assez claire. Un peu vite, je pense, mais voilà. Merci beaucoup, Priscilla, pour cette présentation. Donc, cette présentation vient conclure la seconde partie du webinaire, donc avec ces 4 études de cas sur des territoires ou des méthodes qu'on a pu voir. On a un peu dépassé de l'horaire prévu, mais cela dit, voilà, je pense que c'est bien de prendre le temps à nouveau de pouvoir répondre à quelques questions si vous en avez. Donc, à nouveau, je vous invite à lever la main pour prendre la parole ou bien à laisser votre question dans le chat. Pour l'instant, je ne vois pas de réaction. Ah, deux mains levées. Fabrice, je t'en prie. Ah, ton micro est coupé. On ne t'entend pas, Fabrice. Il faut que tu rallumes ton micro. Pardon, désolé. Je voulais juste... Bon, moi, je connais assez bien ce que fait Priscilla puisque on le finance à l'OFB. Mais j'aurais voulu que tu réinsistes un tout petit peu sur cette histoire qui me paraît, moi, fondamentale,
qui est le fait de passer au pixel pour commencer à pouvoir affiner ta cartographie. Est-ce que tu pourrais juste réexpliquer ça? Parce que moi, je crois que ça, c'est un vrai débat, quoi, hein. Enfin, c'est un vrai, c'est une partie qui est très importante, puisque ça implique la résolution, ça implique beaucoup de choses, quoi. Du coup, je vais refaire mon partage d'écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on est sur la diapo de Alors, remerciements. ok. Alors, par contre, pourquoi ça ne fonctionne pas? Hop, on va faire. Bon, alors, bon. Voilà, c'est bon. Donc, je vais revenir sur cette slide. En gros, si on est sur la segmentation orientée objet, elle permet d'avoir des habitats homogènes sur de grandes surfaces. Et du coup, quand on classifie les segments, attention parce que l'orienté objet, on peut aller sur des choses beaucoup plus fines. Mais nous, on a choisi d'essayer de caractériser les grands habitats. Donc, les grosses zones sableuses, vaseuses, mangroves, pentes externes. Mais sauf que quand on classifie les habitats comme ça, c'est trop, entre guillemets, grossier. Résolution, on va dire, moyenne. Et on sait que l'axe 3, c'est vraiment un suivi des pressions anthropiques. Et on sait qu'il y a un changement de morphotype des coraux en fonction des pressions anthropiques. Et cette classification par segment, elle ne permet pas d'évaluer la surface des coraux vivants, voire la surface des morphotypes. C'est pour ça qu'on a essayé de partir sur la classification pixel, parce que du coup, il y a 50 cm de résolution. Et c'est sur ces 50 cm de résolution, on peut essayer, je dis bien essayer, parce que du coup, c'est en cours de traitement, de caractériser ces surfaces de corail vivant versus corail mort. Sur les objets, on ne peut pas le faire. Donc, c'est pour ça que je cumule les deux méthodes. Je ne sais pas si je suis assez claire. On le voit bien là, en plus, même au-delà, bon, là, on voit très bien le haut niveau des mangroves. La classification pixel, elle me permet d'avoir l'identification des chenaux, des tannes. On arrive vraiment à bien définir les caractéristiques de ces mangroves-là. Et au niveau, là, vous pouvez voir que là, sur les objets, bon, ça, c'était les couleurs prises par la stagiaire. Elle me met en vert le corail vivant qui est ici. On voit que le corail vivant, c'est sur toute la pente externe. Or, ce n'est pas le cas. C'est faux. Donc, de travailler à la classification pixel, on voit que le corail vivant, il est réduit juste au patch externe, ce que vous voyez en rose. Et du coup, bah voilà, je ne sais pas si Fabrice, je suis assez Ah ouais, claire. voilà, je pense que comme tu étais passé assez vite, enfin moi j'ai trouvé que Pardon. tu étais passé assez vite, mais ça Ouais. bon, c'est comme ça. Donc je pensais que c'était important on ait ce point-là qui soit bien revu, mais bon, j'aimerais pas être le seul à réagir, évidemment. Merci Fabrice et merci Priscilla pour la réponse. Ensuite, on avait une main levée de Chloé Alagnès. Oui, du coup, donc moi, mes questions étaient plutôt adressées à Jessica et Sébastien par rapport donc, notamment au coût de chacune des deux cartes qui sont sur des échelles totalement différentes et les données que vous avez in fine. Parce que de ce que j'ai compris, du coup, vous avez la cartographie des habitats sous format SIG et après, justement, par rapport aux suites qui sont envisagées côté notamment Martinique, l'outil d'interprétation qui a été utilisé, est-ce qu'il a été, enfin, quelles données vous avez et justement, qu'est-ce qui reste au bureau d'études et qui peut être peut-être plus de la propriété intellectuelle ou service, justement, en fonction de ce que vous avez passé comme marché et justement, enfin voilà, qu'est-ce que vous avez comme données concrètement aujourd'hui, mis à part cette carto en PDF et en SIG? Jessica, c'est bon ou je commence? Bah, je peux commencer. Bah, juste, nous, on a la chance, enfin, comme données en tout cas, on a l'ensemble du SIG, de la donnée, métadonnées, et on a aussi des rapports d'études avec un rapport
qui explique comment on peut comment dire, modifier la cartographie. Ça, on a travaillé sur ça. Sur le prix, alors je suis en train de le réouvrir parce que je ne me rappelle plus exactement, mais on se rapproche plus quand même des. Ouais, c'était 92 000 euros. 92 000 euros de faire tout ce travail. Voilà où on en est. Et ensuite, voilà, nous, c'est vrai que dans le cadre du marché, on essaye d'avoir l'ensemble de la donnée. On l'a transmis d'ailleurs à l'ensemble des services de l'État ici en Martinique. Elle est maintenant en ligne au niveau de données partagées avec l'ensemble du territoire. On partage au maximum. Là, on travaille sur le logiciel Navenco pour essayer de partager aussi des données environnementales à l'ensemble des acteurs de la mer. Elle est intégrée à l'intérieur. On l'utilise pour travailler sur nos réflexions, avis techniques, avis simples, avis conformes. Enfin voilà. En tout cas, on essaye, quand on fait le cahier des charges, de bien préciser qu'après, ça sera une donnée qui sera partagée avec tout le monde. Et au maximum, on la diffuse. Et cette carte et ces couches, elles sont libres d'accès pour tous. Mais après, ils ne peuvent pas la modifier. Et c'est là le travail qu'il faut qu'on mène pour savoir comment on va faire. Et c'est vrai que c'est très intéressant d'écouter ce qui est fait à Mayotte. Après, c'est toujours aussi la question de comment faire les choses. Moi, par exemple, je sais que je suis vraiment pas douée en cartographie, par exemple. Et donc, il faut avoir quand même une compétence quoi, pour faire ça en toute confiance. Il ne faut pas donner la main à tout le monde. Et on est là pour t'aider, Jessica. Merci, Fabrice. Oui, de notre côté à Saint-Barth, le coût pour la phase de 0,18 mètres, c'était un peu moins de 40 000 euros. J'ai oublié de préciser que ça a été financé par l'IFACOR. Et donc, on va entamer la deuxième phase de moins 18 à moins 30 pour un peu moins de 30 000 euros. On dispose des mêmes données évoquées par Jessica, hein, toutes les couches SIG, la carte globale des habitats, mais aussi les cartes thématiques que j'ai évoquées, tous les points précis pour les observations ponctuelles d'engins à un moment donné, de macro-déchets, les sites d'agrégation, enfin, on a tous ces éléments-là. On ne dispose pas des enregistrements vidéo des transects, mais si jamais il y en a un qui nous intéresse spécifiquement, je pense qu'on peut les solliciter auprès de Océan, ça ne pose pas de souci particulier. Un rapport, bien évidemment, et voilà, je crois avoir fait le tour à peu près, hein. D'accord, merci à vous deux. Ma question, c'était aussi voilà, justement sur la reproductibilité, après d'essayer d'avoir le même modèle qui est réutilisé. Et du coup, c'était de savoir notamment sur quand il y a de l'interprétation IA au début de l'étude, est-ce que vous avez ces codes ou est-ce que voilà, ça reste de la propriété intellectuelle du bureau d'études? Mais de ce que j'ai compris, c'est pas quelque chose qui est remis avec un livrable. Alors, nous, on n'avait pas d'interprétation IA, hein. Enfin, sauf erreur de ma part. Nous, il y avait de l'analyse de photos, d'images satellitaires pour définir une pré-cartographie, mais après, on n'avait pas d'interprétation IA. La vérification terrain s'est faite en direct, sans recours à l'IA. D'accord, tout le détourage a été manuel. On Elle a n'est été pas aux mêmes faite échelles non plus, c'est ça. oui, par des logiciels qui vont créer des polygones en fonction de ce que, des classes séparées par l'analyse des photos multispectrales satellitaires. Mais il n'y a pas d'interprétation, en tout cas, c'est pas l'IA qui classait l'habitat par la suite, quoi. C'est vraiment les personnes du bureau d'études en analysant les vidéos et par rapport à ce qu'ils voyaient eux en plongée ou en TMT. Merci pour ces précisions. Je vois encore deux mains levées, donc je pense que ce sera les dernières questions. Donc, je vais laisser la parole à Mathieu Adjet. Bonjour. J'avais une question pour Priscilla, je crois, si je me trompe pas. Euh, C'est bon, je C'était suis pour là. savoir si sur la détermination de corail vivant, corail mort, Mhm. est-ce que vous avez des données d'accuracy, enfin de précision?
de cette classification? Oui, il y a il y a une matrice de confusion sur CoralNet et il donne pour chaque catégorie le pourcentage où il fait des erreurs. Donc on a on a cette donnée, en sachant que après pour les cartos d'habitat, après je regroupe tout ce qui est turf, corail mort, je regroupe ensemble pour faire mes cartes d'habitat après. Mais pour chaque catégorie, on a un seuil de confiance. Là, j'ai vraiment donné l'accuracy du classificateur en général, mais pour chaque catégorie que j'ai choisie, j'ai une matrice de confusion. D'accord. Du coup, j'ai une autre question qui suit juste. Mais du coup, vous n'avez pas de validation après sur l'extrapolation de la carte. Vous n'avez pas des Ah points de bah pour test. l'instant, si, il y aura déjà avec le Random Forest, avec la classification, il y a des accuracies. Et du coup, je pourrais ensuite utiliser, pareil, de prendre le Random Forest, il prend, 70% des données pour s'entraîner et après, il prend 30% des autres données pour voir ses erreurs. Et pour la carto, c'est pareil, je vais utiliser mes points vérité terrain pour après donner une note de précision à ma carte. Parce que j'ai quand même 30 000 images, donc du coup 30 000 images où j'ai des points vérité terrain. Donc je pourrais en sélectionner quelques-uns pour après donner une note d'accuracy de ma carte. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Là, je suis en plein test entre déjà de cartographier les 13 catégories benthiques à l'échelle de Mayotte. Et du coup, je suis encore en cours de développement parce que du coup, comme on utilise une méthode innovante, c'est-à-dire qu'on cumule l'orienté objet plus pixel, parce qu'il faut savoir que dans l'histoire de la cartographie, c'est soit les chercheurs utilisent que de l'orienté objet, soit ils utilisent que de la classification pixel. Et du coup, sur ces 5, on va dire, parce que du coup, j'ai fait une synthèse biblio sur les 10 dernières années, sur les 3-4 dernières années, il y a quelques chercheurs qui commencent à travailler en cumulant les deux. Et du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur cette méthode-là, parce que du coup, d'après les différentes publications, ça améliore la classification de nos habitats, d'utiliser ces deux méthodes cumulées. Après, je ne suis pas rentrée dans les détails, donc si vous avez des questions, de toute façon, il y a le rapport qui sera disponible à la fin de l'année. Et après, je suis tout à fait joignable par mail si vous avez des questions un peu plus précises. Mais là, je suis restée très générale pour le webinaire, mais il y a plein de questions techniques. Et du coup, comme c'est en cours de développement, c'est un premier pas sur l'utilisation d'IA et des méthodes automatiques, mais ça nécessite encore des années de développement pour que ça soit complètement abouti. Merci. Merci, Priscilla, pour ces précisions. Mhm. Finalement, il n'y a plus de main levée. Donc, je pense qu'on arrive au terme de notre webinaire. Comme il est tard, je l'ai baissé ma main et je m'adresserai directement à Touria pour ma question. Ça marche, Catherine. Bonjour. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints et de l'intérêt que vous avez manifesté pour cette thématique. Un grand merci aux intervenantes et intervenants qui ont bien voulu se prêter au jeu et donc nous délivrer ces présentations tout à fait intéressantes. Donc les présentations ont été enregistrées, ne serait-ce que pour voilà, les rendre accessibles à nos collègues du Pacifique euh, qui ne devaient pas être très nombreux aujourd'hui vu que le décalage horaire. Et on va voir comment donc diffuser ces enregistrements via le site If Record ou autre. On réfléchit à ça et on vous tiendra informé si ça se concrétise. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Et comme d'habitude, le secrétariat de l'If Record reste à votre disposition si vous souhaitez échanger avec nous sur ce sujet ou d'autres. Merci encore et à bientôt. Merci beaucoup. Au Antoine. revoir tout le monde. Au Au revoir. revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.